Lecture sur le fil. Sur le fil du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent, pour le partager, le fil de leurs idées. Notre amie et collègue Karine Jamoni va à présent nous parler du dernier livre de Tanguy Viel, Une fille qu'on appelle. Je rappelle que Karine est elle aussi enseignante à l'UFR de langue française à Paris-Sorbonne. Elle est grammairienne et stylisticienne, littéraire aussi, et c'est d'ailleurs cette double casquette de littéraire et de spécialiste de la langue française qui, notamment pour la fameuse dictée de la Sorbonne qu'elle organise tous les ans désormais, qui lui a fait pour cette année, peut-être quelques années encore, accepter un poste une mission à Abu Dhabi, où elle est donc chargée du département de la littérature. C'est ça, Karine, corrige-moi si je ne me trompe pas. Je ne t'entends pas. Il faut que tu... Alors, demandez la réactivation. Voilà. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, parfait. Bon, bonsoir à tous. Voilà. Donc, il est 3 heures de plus pour moi ici. Donc, en fait, merci pour ton accueil, Cécile. Je suis contente de voir vos visages, Claire, Anne, bien sûr. Voilà. Donc, il est 3 heures de plus ici. Alors, en fait, donc je vais... Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est bon, oui. Donc, je vais vous parler du dernier roman de Tanguy Viel, La fille qu'on appelle. Voilà. Alors, je n'ai pas prévu de PowerPoint, mais bon, les exemples que je vais lire, je pense qu'ils se passent de support visuel. En fait, j'aurais beaucoup de choses à dire. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais parler. Cécile, tu me dis, tu m'arrêtes. Hein, c'est très bien qu'on garde 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour les questions, la discussion informelle. Ouais. Donc là, tu vois, ça va. 40. Tout va bien, tout va bien. Je te ferai signe 10 minutes avant la fin, si tu veux. Voilà, en tout cas, tout ce que je n'aurai pas le temps de développer, parce que c'est vrai que finalement, il y a beaucoup de choses à dire. Il est très riche, ce roman. Je crois que ça donne... Il y a une version écrite qu'on doit envoyer, non? Ou pas? OK. Alors, ceux parmi vous qui ont suivi l'actualité des prix littéraires de l'automne dernier ne sont pas sans ignorer que le dernier roman de Tanguy Viel, paru en mai 2021 aux éditions de Minuit, a été sélectionné pour les prix Goncourt, Décembre et Interallié. S'il n'a remporté aucun de ces prix, La fille qu'on appelle a reçu, à quelques exceptions près, un excellent accueil de la part des critiques littéraires qui l'ont abondamment commenté pour saluer le grand art de ce, je cite, véritable joyau littéraire, comme j'ai pu le lire sur Page des libraires sur Internet, ou encore son exceptionnelle intelligence. Olivia de Lamberterie parle en effet d'un livre exceptionnel d'intelligence. On n'épuise pas la richesse d'un tel roman à la construction subtile et savante, écrit quant à lui Norbert Charny. Il poursuit la façon dont les personnages se croisent, se lient, se lâchent, provoque des rebondissements, donne à cette tragédie sociale les contours du roman noir, de ces romans qui fascinent longtemps. Noir, social, psychologique, tragique sont ainsi des étiquettes qui reviennent fréquemment sous la plume des critiques pour qualifier le genre du 8e roman de Tanguy Viel, dont certains ne manquent pas de souligner dans le même temps qu'il ne publie pas chez Minuit pour rien et que l'héritage du nouveau roman est sensible dans son écriture. Un critique souligne ainsi « Quelques gestes anodins peuvent durer 2 pages éblouissantes, le temps de décrire tous les mouvements d'âme, les hésitations, les désirs, les peurs, les réticences qui l'habitent et le traversent. Tout est dans le style, ou presque, pourrait-on dire. » Citons à cet égard Mohamed Aïssaoui, qui écrit dans le Figaro le 23 septembre 2001 ce n'est pas simple de louer un roman dont la force principale est le style. Et si, à ce titre,
Arnaud Vivian, du Masque et la Plume, pointe que le petit polar chabrolien est totalement surécrit et même mal écrit. Il lui reproche ses trop nombreuses répétitions. Nombreux sont les lecteurs à trouver au contraire que l'écriture est délectable et qu'elle ne tourne jamais à l'exercice de style gratuit. C'est ce que j'ai lu dans Le Grand Continent. Sensibles qu'ils sont au rythme des phrases longues et sinueuses, où l'on sent l'influence rémanente de Proust, qui reste une référence pour Tanguy Vielle. Sensibles qu'ils sont aussi aux métaphores délicates ou spectaculaires, ça c'est ce que relève Nathalie Crom dans Télérama, ou encore à l'usage intensif du participe présent ou généralisé du passé composé. Le style est donc bien mis au service de l'intrigue. Une intrigue qui, il faut en convenir, ne paie pas de mine, c'est ce que dit Nathalie Crom dans Télérama, dans ce roman de 174 pages. En fait, 166 si on ne compte pas les belles pages et le péritexte éditorial, format minuit assez traditionnel, on va dire. Ce livre, qui tient sur peu d'événements à l'intérieur desquels je zoome, concède l'auteur, pourrait se résumer en quelques phrases, tenir dans un titre de faits divers. Bon. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore lu La fille qu'on appelle ou qui l'ont lu il y a quelques mois déjà, je proposerai pour ma part un résumé expansé sur lequel je m'appuierai par la suite. Mon résumé suivra un ordre chronologique qui n'est pas celui de la fiction, qui est ponctué d'analepses, de prolepses, qui entrecroise le récit d'un narrateur à la troisième personne et le récit d'une jeune femme, Laura, à la première personne. En tout, alors voilà, ça c'est pour le format du livre, il y a deux parties. Il y a deux parties, le roman est à peu près équilibré et la première partie compte 10 chapitres et la seconde 11, pour vous donner une idée, avec des chapitres assez courts. Alors Laura, 20 ans à peine, a quitté Rennes où elle vivait avec sa mère, elle faisait du mannequinat, pour revenir vivre avec son père, Max Lecor, dans une ville bretonne ceinte de remparts qui n'est jamais nommée, mais ressemble étrangement à Saint-Malo. Max Lecor est un ancien boxeur, une vieille gloire en pleine renaissance après des années de disgrâce et d'alcool. Du haut de ses 40 ans, il vient de remporter son 35e combat. Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max est chauffeur du maire, Quentin Le Bar, la petite cinquantaine bedonnante. Max sollicite l'aide de son employeur pour aider sa fille à trouver un logement. Le maire reçoit la plantureuse jeune femme, il promet de l'aider. En fin de compte, Laura n'aura pas de logement, mais emménagera comme dans une des chambres du casino de la ville où elle sera embauchée comme hôtesse, pour ne pas dire entraîneuse. Précisons que ce casino est dirigé par Franck Bellec, un notable et une accointance du maire, toujours de blanc vêtu à la Al Pacino. Ce même Franck Bellec a été le souteneur de Max Lecor à l'époque de gloire du boxeur. C'est aussi le frère de la belle Hélène, et elle est nommée comme ça dans le roman, une femme vénale, celle même qui a fait exploser le mariage de Max avec la mère de Laura, Marielle. Il s'agit là donc d'un arrangement entre le Bellec et le Bar, dont la jeune fille devra payer le prix. Puisqu'elle devra payer de sa personne, vous l'avez bien compris, chaque fois que le maire passera au casino, entre deux rendez-vous, pour s'assurer, soi-disant, que Laura va bien et qu'elle est bien installée. Elle va se retrouver enfermée dans l'engrenage de l'emprise, prisonnière à l'air libre, pourrait-on dire, sans savoir comment elle y a glissé. C'est la veille d'un combat annoncé par des affiches dans toute la ville que son père comprend ce qui se passe enfin entre le maire et sa fille, prenant conscience qu'il a jeté sa fille dans la gueule du loup, qu'il lui a servi la tête de sa fille sur un plateau d'argent. L'image, je l'emprunte au roman qui revisite évidemment le mythe de Salomé, mais en l'inversant. Rongé par une culpabilité qui cristallise ses pulsions d'échec et d'autodestruction, Max perd contre un boxeur de 8 ans son cadet.
Mais avec l'énergie du désespoir, il ne lâche pas et son adversaire lui porte des coups qui lui causeront des troubles neurologiques irréversibles. Le pronostic du médecin de l'hôpital où Max reste inconscient pendant 8 jours est sans appel. Il ne sera plus jamais le même et ne pourra plus travailler, comme lobotomisé. Pour aider son père, Laura tente le tout pour le tout et décide alors d'aller retrouver à Paris Quentin Lebarre, qui a entre-temps été nommé ministre des Affaires maritimes. Une fois de plus, le maire assouvit son désir à la sauvette, sans aucun état d'âme, sourd au malheur de Max, poussant la goujaterie à laisser le soin de régler le prix de la chambre d'hôtel à la jeune femme. Laura se décide enfin à porter plainte contre le ministre et elle sera entendue au commissariat par 2 policiers. Le procureur, de mauvaise grâce et bien décidé à minimiser l'affaire, ouvrira une enquête préliminaire pour trafic d'influence. Laura prendra un avocat, mais son combat est perdu d'avance. Lebarre va s'arranger pour la discréditer en mettant l'opinion de son côté. Il s'arrange en effet pour faire publier dans Ouest France les photos de nus qui ont été prises par un magazine pour adultes quand Laura n'avait que 16 ans. Lorsque Max tombe sur le titre de Ouest France, Affaire Lebarre, elle posée nue à 16 ans, hein, on appréciera l'imparfait, il s'enfuit de la maison de repos, va récupérer ses gants de boxe dans le bureau de Lebellec et son esprit dérangé n'a plus qu'une idée en tête, combattre le bar de passage à Saint-Malo. Max parvient à déjouer la vigilance des gardes du corps, s'abat sur le bar, qui n'aura finalement que le nez cassé. C'est là que le roman s'arrête, page 173, plus exactement sur cette image. Donc, je lis un extrait du texte. Alors, quand le bar, relevé par les quelques élus qui l'accompagnaient encore, a fini par descendre les 4 marches qui le ramenaient à hauteur de nous tous, il n'a pas cherché à éviter le regard de Laura, plantée droite devant lui et ses yeux dans les siens, comme voulant une dernière fois lui dire que non, ce n'était pas fini. Pour elle, ce ne serait jamais fini. Mais tout ce qu'elle reçut en guise de réponse, tout ce qu'elle put recevoir par-delà le mouchoir ensanglanté qu'il maintenait sur son nez, ce fut un regard sourd, indolent et comme imperméable qu'il déposa sur elle. Bon, c'est, il faut bien l'admettre, une fin en eau de boudin. Et l'on peut comprendre la réaction de lecteurs déçus ou restés sur sa faim qu'a Frédéric Beigbeder quand il nous dit, et à la fin, on se dit, c'est tout. De fait, Beigbeder est l'un des rares à juger négativement le roman qu'il trouve lourd. C'est le roman le plus prévisible de l'année, dit-il. Je ne sais pas quel est l'intérêt de lire un livre où tout est prévisible du début à la fin. La fin cache en réalité une autre fin. Après le point final, on peut lire sur la page 174, non paginée, ce péritexte en italique qui rend compte du dénouement de l'histoire de Laura et de l'histoire de son père. Péritexte qui est écrit à la façon des épilogues, de ces épilogues au ton laconique que l'on trouve au cinéma, dans les films inspirés de faits réels, avant le générique de fin. Et bien sûr, on reconnaît là, transsémiotiquement et transmédialement, la matière cinématographique de l'auteur de cinéma, le 2e roman que Tanguy Viel a publié chez Minuit en 1999. Donc, je lis l'épilogue en italique. Max Lecor a été condamné à 2 années de prison ferme pour coups et blessures sur personne dépositaire de l'autorité publique et mise en danger de la sûreté de l'État. La plainte de Laura Lecor a été classée sans suite. Ce qu'il faut entendre entre les lignes, entre les mots, c'est moins ce qui est écrit que ce qui n'est pas dit. Le procès et la condamnation de Lebras n'auront pas lieu. Dès lors, le caractère prévisible que Beigbeder reproche au roman n'est-il pas plutôt celui des affaires telles que celles de Laura et son père ont presque toujours? En somme, les dominés ne sont-ils pas toujours appelés à perdre et à se briser contre les puissants, aussi malhonnêtes et corrompus soient-ils? La question des rapports de force sociaux et de l'aliénation est récurrente dans l'univers fictionnel de Viel, avec celle de l'appareil législatif qui les régit.
C'était déjà le cas dans l'article 353 du Code pénal, paru en janvier 2017, dont la fille qu'on appelle est, comme le dit l'auteur lui-même, un cousin, ou plutôt la version féminine. Cette fois-ci, en effet, la question de l'aliénation est posée à travers le prisme de la domination masculine et sexuelle. La fille qu'on appelle entre en résonance avec l'ère du temps et les nombreuses affaires de violence sexuelle et d'emprise qui ont expliqué depuis une grosse dizaine d'années, relayées par la presse, les réseaux sociaux ou la littérature, qu'il s'agisse du mouvement MeToo, Balance ton corps, des accusations de Florence Porcel envers Patrick Poivre d'Arvor, des scandales entre certaines sportives et leurs entraîneurs, ou encore du consentement des mineurs envers Gabriel Matzneff dans le consentement de Vanessa Springora, paru chez Grasset le 2 janvier 2020. Le mot consentement apparaît bien dans le roman de Viel, tardivement, à la page 135, en même temps que le mot d'emprise, page 134, dans le dépôt de plainte de Laura, tel que le rédigent les deux policiers. Ces mots ne sont donc pas posés par Laura, ainsi que le donne à entendre le passage suivant, au sujet des faits décrits par Laura, je cite, « Cela même qu'elle n'aurait pas su qualifier pénalement. Elle qui n'avait parlé ni de viol, ni de proxénétisme, encore moins de trafic d'influence ou d'abus de faiblesse, mais seulement décrit dans l'ordre la sinueuse et progressive emprise qu'il avait eue sur elle, il, le maire, bien sûr. » La réaction de Laura et la suite de son dialogue avec les policiers confirment d'ailleurs que ce n'est pas elle qui emploie le mot. Mais emprise, elle a dit, ce n'est pas un délit, n'est-ce pas? Ça dépend, a dit le policier, rien n'est exclu. Il faut qu'il soit jugé. Il y aura une enquête. Oui, mais à la fin, elle a insisté, il sera condamné? C'est une affaire délicate. Je ne suis pas juge. Et la raccompagnant jusqu'à l'entrée, il a ajouté « Je vous conseille de prendre un avocat ». Le roman de Tanguy Viel montre bien pourquoi, dans les affaires de violence sexuelle, la notion d'emprise est difficile à qualifier devant la justice et à condamner. Tandis que le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, et que la notion de consentement est centrale dans notre code pénal, l'emprise reste difficile à définir car elle n'est pas un élément qui caractérise une infraction. En effet, il faut distinguer, nous dit maître Cathy Richard, spécialiste des affaires de ce genre, entre une emprise consciente et travaillée et une emprise presque involontaire qui serait difficile à condamner. Les victimes sont d'absolues victimes. Il y a des auteurs qui font des actes positifs de contrainte qui vont mettre l'autre sous l'emprise. Mais l'emprise peut être un sentiment de la victime. Il existe toute une problématique autour de l'emprise vécue sans qu'il y ait une mise en place délictuelle ou criminelle de l'auteur. Il y a seulement emprise parce que l'auteur a une aura, est célèbre ou est charismatique. Dans le code pénal, la notion qui se rapproche le plus de celle de l'emprise est celle de la contrainte. Alors, précisons que le mot emprise n'a été ajouté au code pénal qu'en juillet 2020. Une loi a été votée. Quoiqu'aucune date ne soit jamais donnée dans le roman de Viel, on peut donc supposer que les faits relatés dans ce roman, les faits fictifs relatés dans ce roman, sont antérieurs à cette date, puisque lorsque le procureur cherche dans la nomenclature des faits toutes les qualifications pénales que le récit de Laura lui inspire, il fait défiler dans sa tête des étiquettes autres. Lui viennent corruption sexuelle, abus de faiblesse, proxénétisme, avant qu'il n'opte en connaissance de cause pour trafic d'influence. L'étiquette, nous est-il précisé, la plus floue, la plus opaque et la plus ouverte à la fois, la plus inoffensive en fin de compte, puisqu'elle est celle que l'opinion publique pourra tolérer le mieux par ignorance ou lassitude. La fiction de Tanguy Viel n'est pas sans faire écho à l'affaire retentissante d'un autre maire, celui de Georges de Draveil. Georges Tron,
accusé en mai 2011, en pleine affaire Dominique Strauss-Kahn, d'agression sexuelle commise avec son adjointe à la culture sur 2 employés de la mairie pendant des séances de réflexologie plantaire, dont il était amateur. Pardon, je souris, il n'y a pas lieu, mais c'est la réflexologie plantaire qui me fait sourire. Bon. Et comme une coïncidence en appelle une autre, enfin, c'est pas forcément, hein, il a été condamné juste avant la sortie du roman en février. Bon. Alors, Tanguy Viel n'a peut-être pas été inspiré par cette affaire-là précisément, quoique j'en doute. En tout cas, il reconnaît avoir été influencé par ce qu'il appelle l'ère du temps, participant, comme il le dit, de ce mouvement général d'époque qui fait que la littérature s'est politisée, qu'elle est revenue au réel, mais il dénie tout opportunisme littéraire. Il rappelle ainsi que son projet initial était en fait tout autre, celui d'écrire un livre sur la boxe, attaché qu'il est à la figure des perdants, à celle des adultes qui sont restés enfants, à l'instar de Max, dans un monde dominé par les grands, adultes autant que puissants. N'y parvenant pas, il a d'abord renoncé, jusqu'au moment où il a eu l'idée de combiner son projet initial à un autre projet, celui de mettre en scène une femme aux prises avec un homme de pouvoir. Cette femme, ce sera Laura, majeure, mais 20 ans à peine, hein, comme dans la chanson de Gainsbourg, la fille de Max, le boxeur. À cette étape séminale de la genèse romanesque, il est fait allusion en tête du 2e chapitre de la première partie, après ce qu'on pourrait appeler un faux départ, à moins qu'il n'y ait 2 départs comme il y a 2 fins. Je cite les premières lignes de cette partie, c'est page 15. Peut-être il aurait fallu commencer par lui, le boxeur, quand je ne saurais dire lequel des 2, de Max ou de Laura, justifie plus que l'autre ce récit. Mais je sais que sans lui, c'est sûr, elle n'aurait jamais franchi le seuil de l'hôtel de ville. Encore moins serait entrée comme une fleur à peine ouverte dans le bureau du maire, pour la bonne raison que c'est lui, son père, qui avait sollicité ce rendez-vous. Insisté d'abord auprès d'elle, insisté ensuite auprès du maire lui-même, puisqu'il en était le chauffeur. Dans ce passage où l'on aura reconnu la manière méta ou épilittéraire caractéristique de l'auteur de La disparition de Jim Sullivan, paru en 2013, toujours attentif à interroger devant son lecteur les outils du romancier et les possibles narratifs, on mesure à quel point les histoires et les destins de Max et Laura sont inextricablement liés et qu'on ne peut penser l'un sans penser à l'autre, pris qu'ils sont dans un rapport de spécularité. Rapport de spécularité clairement suggéré, page 32, dont je lis un extrait. Presque alors, ils auraient pu se croiser par affiches interposées, le père et la fille, sur les murs de granit de la ville. Tous les deux, le corps presque à nu et le regard magnétique censé aimanter l'attention, quoique contraires l'un à l'autre, à force de développer chacun les signes les plus archétypaux du masculin et du féminin. Lui, bête de muscles qui surjouait en chaque veine saillante la force et la virilité, elle, toute de courbes lascives et les dents blanchies qui mordillaient les lèvres. Père et fille, explique Tanguy Viel, ont un problème avec leur corps, une manière de négocier avec, en étant soumis à des plus forts qu'eux. Ils n'arrivent pas à habiter complètement leur corps, puis apprennent. Peut-être est-ce un roman d'initiation, d'émancipation à partir des corps. Cette fille très belle débarque du monde du mannequinat où des agences de mode peuvent embarquer une lycéenne dans un univers qui n'est pas le sien. Si Laura est la fille qu'on appelle, c'est le titre bien sûr, mais aussi la traduction littérale de Call Girl, comme on le lit, page 11. C'est Laura lui-même qui emploie l'expression. Max est l'homme qu'on appelle, je cite le texte page 42, assis au volant de la berline municipale à attendre qu'on l'appelle comme un simple taxi. Ce « on » qui appelle le père n'est autre que le maire qui se fait conduire au casino où il fait appeler la fille, selon un rituel mécanique qui se répète durant un peu moins de 2 mois.
Une machine qui est évoquée à la page 85, destinée à assouvir le désir. Machine huilée par Franck Bellec sous le regard désapprobateur de sa sœur Hélène. Je lis un extrait. Et tous les soirs, ou presque, elle, c'est-à-dire Laura, l'attendait, c'est-à-dire le maire, et tous les soirs, ou presque, elle l'attendait, vers 5 heures. Son seul client, en quelque sorte, quand, assise sur un tabouret au bar du casino, Bellec se postait à l'autre bout du comptoir, regardait Hélène comme s'il lui demandait la permission, et alors s'approchait de Laura, lui signifiant qu'il était là, le maire, qu'il venait d'arriver et qu'il l'attendait là-haut. Alors, elle s'excusait auprès des clients. Elle avalait d'un coup la flûte de champagne qu'on venait de lui offrir et elle disait « Je reviens ». Et Franck, n'osant regarder Hélène, la suivait des yeux vers l'escalier mal éclairé qu'elle commençait à monter. Et Hélène, alors, ne manquait pas de marquer son agacement, posait violemment son verre sur le comptoir d'acier. Ostensiblement encore, elle se levait et souvent se postait à la fenêtre dont elle entrouvrait les rideaux toujours tirés. C'était sa manière à elle de désapprouver, en regardant dehors, en obligeant son frère à se souvenir qu'il y avait là, en contrebas, dans une berline noire aux vitres fumées, un vieux boxeur qui attendait sans se douter de rien. Et alors, elle restait là de longues secondes, le regard fixe, à se demander comment c'était possible. Le roman tient donc sur un quintet de personnages. Le bar, Bellec, Max, Laura, Hélène. Et sur leur rapport de force, sur un front socio-psychologique. On peut, à l'instar de Beigbeder, trouver ces personnages et leurs rapports caricaturaux. Si on peut admettre que le trait est un peu forcé, comme il peut l'être dans les contes ou les westerns spaghetti, que Max, le boxeur par exemple, est peu loquace et ne brille pas par son intelligence, en réalité, sitôt que l'on regarde de près, nous dit Viel, tout se met à trembler. Les identités deviennent instables. On s'interroge sur les ambivalences. Qui domine? Qui se soumet et pourquoi? Le rapport entre dominant et dominé est à la fois clair et trouble. Il y a le méchant et le gentil. Malgré tout, à l'intérieur de cette bipartition, il y a des zones d'instabilité et d'ambiguïté. Tout se joue dans les interstices, les fascinations. J'espère, confie Viel dans une autre interview, que le livre travaille des zones grises, des zones où on ne comprend pas pourquoi ça se passe. Malgré son flou référentiel, on devine que le pronom indéfini « ça » employé par Viel désigne au premier chef le mécanisme de l'emprise, ce pronom avec lequel Laura se débat lorsqu'elle cherche à nommer ce qui lui arrive. Ce « ça », c'est aussi le pronom neutre « ce » employé dans le discours indirect d'Hélène à la toute fin du passage précédemment cité, comment c'était possible, qui renvoie ici à la cécité et à la naïveté de Max, mais aussi plus loin dans un autre passage où la formule sera reprise à la défaite de Max. Ce sont précisément les zones grises qui rendent possible l'innommable, l'inadmissible et l'incompréhensible. Le syntagme fait évidemment allusion à la nomenclature des affaires d'emprise, dans lesquelles les zones grises désignent les moments où la victime ne se sent pas de dire non, ce qui rend le consentement incompréhensible et paradoxal au regard de la logique du sens commun. Cet échange entre Laura et les policiers, où l'on retrouve le pronom « ça », dont je viens de parler, est éclairant à ce titre. Laura vient de raconter aux policiers comment a eu lieu son premier rapport avec le bar, à son corps défendant, comment il a pris sa main dans la sienne, comment il l'a prise. Alors on retrouve évidemment la figure dérivative, il l'a pris jusqu'à ce qu'il lâche prise, hein, pour l'approcher très doucement de sa ceinture, après quoi tout s'est enchaîné. Donc je lis la page 77. Il a mis sa main sur la vôtre, cela vous en êtes sûr. Elle a juste fermé un peu les yeux en guise d'acquiescement. Mais ensuite, je ne sais pas, son regard peut-être,
ou une légère traction de sa main, ou bien moi, toute seule, qui ai cru que elle, se taisant à nouveau d'un regard vers le sol, que quoi? Que ça se passait comme ça? Comment ça? A dit le flic. Qu'est-ce qui se passait comme ça? Je ne sais pas. Ce genre de choses. Que forcément, si vous en êtes là, forcément au bord d'un grand lit, dans une chambre avec un homme comme lui, eh bien voilà, vous, oui, vous le faites. Vous le faites. Oui, vous le faites. C'est-à-dire que vous laissez sa main vous guider jusqu'à son sexe et vous comprenez qu'il vous appartiendra d'entreprendre. Et elle a dit ce mot-là, entreprendre. Que c'est elle qui l'a entrepris. Il ne vous a rien demandé? Non, pas vraiment. Donc, vous l'avez fait de votre propre volonté. Non, je vous dis, c'est ce que je devais faire. Ça ne veut pas dire que c'était ma volonté. Et les deux flics commençaient à s'agacer, insistant. Attendez, vous dites qu'il ne vous a rien demandé? Non, rien. En tout cas, il n'a pas dit déshabille-toi ni allonge-toi. Non, il n'a pas dit une phrase comme ça. Alors, la plus grande réussite du roman de Vielle, justement, c'est de travailler ces zones grises et ce faisant de les éclairer. Ces zones grises ne doivent pas être appréhendées comme un simple milieu entre des zones blanches et des zones noires, métaphoriques sur un plan axiologique du bien et du mal. Elles se déclinent au contraire selon toute une gamme de camailleux dans lesquels le noir et le blanc entrent en doses variables, travaillés par des tensions, des tiraillements et des contradictions subtiles, mais non moins réelles. À l'instar de ces mouvements invisibles de plaques tectoniques se subsumant, glissant sur une sorte de magma jusqu'à l'instant du choc, selon l'expression utilisée pour évoquer la première fois, page 39-40, où le bar a posé sa main sur celle de Laura dans son bureau à la mairie. Donc, il y aura une première fois où il a posé sa main sur Laura, puis la fois où il lui rendra visite au casino, où il posera sa main, qu'il guidera jusqu'à sa ceinture, et puis on connaît la suite à travers le passage que je vous ai lu, qui sera leur première fois. Pour l'essentiel, les zones grises que l'écriture de Vielle travaille concernent premièrement les personnages, et j'ai envie de dire caractère, tant il entre de théâtralité dans ces personnages. Deuxièmement, les dits et les non-dits. Et troisièmement, la scénographie narrative et les configurations de cette forme de dialogisme que sont les discours rapportés. Voilà, ça fait 3 points. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'en parler de chacun. Alors, concernant les personnages, il te reste 10 minutes. 10 minutes à peu près. 10 minutes, un quart d'heure, mais pas plus. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. 45 minutes. Alors, mais non, là, je n'ai rien à te dire, écoute. J'imagine, je suis à la moitié de mon papier. Ah là là. Alors, pour aller vite, du coup, bon, concernant les personnages, on l'aura compris, hein, il y a clairement le camp des gentils et des méchants. On est d'accord, des victimes et des bourreaux. OK. S'il y a ambiguïté, ambivalence, etc., faut que je retrouve ce que je voulais dire. Oui, c'est parce que tout se joue dans les fascinations. La fascination que les dominants exercent sur les dominés, une sorte d'effet de sidération prolongée, hein, dont les dominés se font eux-mêmes complices, victimes d'une sorte de syndrome de Stockholm. Et par un effet pervers, plus le dominant se montre dominant, étranger à tout scrupule, au-dessus des lois, et plus cette fascination s'intensifie. Hein. Ce mécanisme qui est à l'œuvre dans l'effet produit sur Laura par la dureté de Bellec sera décrit page 64. Hein, je mettrai un extrait dans la publication de ma communication. Alors, le pouvoir fascine et flatte l'amour-propre de qui l'approche. Laura ne faillit pas à la règle et cède à cette sirène qui ne fera que précipiter sa perte. Elle-même avouera être flattée d'avoir rendez-vous avec le maire et elle sera encore plus flattée quand ce maire deviendra ministre.
parce qu'elle dira qu'elle se sent devenir quelqu'un d'important. Alors, l'autre point qui me semble important, lorsque Diel parle d'ambivalence, s'agissant des identités de ces personnages, c'est parce qu'à l'instar des personnages tragiques, Max et Laura ne sont ni tout à fait coupables, ni tout à fait innocents. Et je vous renvoie à la préface de Racine, préface de Phèdre, préface de Britannicus. Laura est coupable comme les Britannicus. On se souvient que Britannicus sera perdu par les confidences qu'il fait à Narcisse. Elle est coupable d'avoir fait des photos érotiques quand elle était jeune, coupable d'avoir eu des relations avec des hommes qu'il employait, sans qu'on sache s'il s'agissait déjà d'emprise à l'époque. Elle n'en a rien dit à son avocate qui lui dira énervée, vous connaissez la théorie de la victime parfaite? Et Laura répondra non. Et l'avocat de renchérir, eh bien, c'est tout le contraire de vous. Alors, comme cet autre personnage tragique qui est Oreste, à qui Racine faisait dire dans une première version du texte d'Andromaque « Je me livre en aveugle au transport qui m'entraîne », Max et Laura s'aveuglent volontairement dans cette tragédie qui est La fille qu'on appelle, où sont convoqués à tout bout de champ les dieux de la mythologie et la tragédie antique. Page 93. Lorsque Hélène finira par dessiller Max, sans lui dire frontalement ce qui se passe, lui-même finira par se dire tu le sais depuis longtemps, tu n'as pas voulu le voir, ta fille est devenue la pute de ton patron. Voilà. Donc, cet aveuglement lucide, c'est aussi celui de Laura, qui n'aura jamais perdu totalement sa lucidité, et ça c'est dit à plusieurs reprises dans le roman. Ça, j'en ai fini pour le premier point. Je ne pouvais pas aller plus vite. Si les interstices dont parle Vielle désignent les fêlures et les faiblesses des personnages, de Max et Laura en particulier, ces interstices concernent aussi les interactions verbales qui sont criblées par les non-dits. Les non-dits qui recouvrent aussi bien les silences et les mensonges, mais aussi toutes les formes d'implicites. Les présupposés, les sous-entendus qui prennent la forme de la posiopèse, de l'épanorthose ou des points de suspension, dans ce qu'on pourrait nommer une pragmatique de l'emprise. Donc ça, c'est vraiment, il y a de quoi faire là-dessus. Alors, ces non-dits, ce sont aussi toutes les interactions corporelles entre les personnages, celles qui participent à la mécanique infernale de l'emprise. Il y a en particulier ces attitudes d'abord anodines de la part de Lebard, celles qui consistent à inviter et à s'asseoir sur un canapé sous prétexte de s'y trouver plus à l'aise, puis de rejoindre son invité, Laura en l'occurrence, sur ce canapé, puis ce geste paternaliste et protecteur consistant à lui prendre la main, dont on sait qu'il ne sert qu'à endormir la proie, à l'anesthésier pour mieux l'attaquer par surprise. Bon, je renvoie au passage que j'ai lu tout à l'heure. Lebard n'hésite d'ailleurs jamais à joindre le non-dit verbal au geste. Laura sent sa main se poser sur la sienne en même temps qu'il lui dit « Je vais faire ce que je peux pour t'aider ». Cette promesse est une fausse promesse. Elle ne signifie pas que le maire pourra aider Laura. Et rétrospectivement, cet énoncé est cynique. Non seulement le maire ne fera rien pour aider Laura à trouver un logement, mais tout ce qu'il fera pour l'aider, c'est abuser d'elle. On trouve le même attelage entre paroles et gestes lorsqu'il vient lui rendre visite pour la première fois au casino pour voir soi-disant si elle est bien installée. Tu vois, il a dit, j'ai tenu ma promesse, 3 points de suspension. Et presque aussitôt, sans hésiter, il l'embrasse sur les 2 joues, sitôt qu'elle l'a laissé entrer dans sa chambre. Les points de suspension sont lourds d'implicites, signe d'une attente. Pas seulement celle que Laura le laisse pénétrer dans sa chambre, mais celle qu'elle lui donne son dû. Comme si la dérivation allusive dont est porteur l'énoncé de Lebard n'était pas décodable par Laura, Lebard l'explicite par son geste inapproprié, celui d'un homme qui vient chercher son dû.
Alors Vienne ne laisse pas systématiquement faire ce travail d'interprétation à son lecteur et le narrateur fournit bien souvent le mode d'emploi des non-dits, des silences, par des commentaires longs et appuyés. C'est notamment le cas dans le chapitre où le bar vient imposer à Bellec d'embaucher Laurent dans son casino. Comme Franck ne coopère pas dans leur échange, faisant entendre à Lebar, par ses hésitations, ses dérobades et ses réponses machinales, oui, c'est sûr, qu'il n'a pas l'intention d'accéder à sa demande, l'autre le met au pied du mur par ce simple énoncé « Je ne crois pas que ça vous engage beaucoup et par ailleurs, 3 points de suspension ». Le lourd sous-entendu, dont sont prégnants les points de suspension, marquant l'auto-interruption dans cet énoncé de Lebar, donne lieu à presque 3 pages d'explication du narrateur pour expliquer au lecteur que les 2 hommes sont, je cite, les obligés l'un de l'autre, comme s'ils s'étaient adoubés mutuellement dans cette sorte de vassalité tordue et pour ainsi dire bijective, que seuls les gens de pouvoir savent entretenir des vies entières, capable en souriant de qualifier cela du beau nom d'amitié. Les explications du narrateur sont donc parfois un peu trop longues et appuyées, même si les images et le phrasé n'en demeurent pas moins délectables. Alors, j'en viens à mon 3e point. Les zones grises les plus remarquables que travaille le roman et qui sont celles qui travaillent le plus le lecteur sont celles du 3e type que j'ai distingué et qui concernent la scénographie narrative et les configurations de cette forme de dialogisme que sont les discours rapportés. Fidèle au roman où il explore la comédie humaine et les vicissitudes du théâtre mundi, Tanguy Viel propose, et c'est une première pour lui, un roman à la 3e personne. Jusqu'ici, dit-il, j'ai toujours écrit à la 1re personne en caméra subjective. Ici, parce que c'est un personnage féminin et que peut-être je ne me suis pas senti la légitimité ou bien que je n'ai pas assez senti en moi la voix du féminin, j'ai eu besoin d'un narrateur extérieur qui soutient les discours des personnages. Précisons néanmoins que le récit de ce narrateur est concurrencé par d'autres récits. D'abord, il y aura le récit témoignage qui sera fait lors du procès de Max, hors champ, hors scène romanesque. Celui-là est tout juste suggéré par les incises attributives au futur historique. Dira-t-elle plus tard, s'agissant de Laura ou Hélène, ou dira-t-il plus tard, s'agissant de Max, autant de fragments de discours directs qui s'égrènent au fil du roman. La locution adverbiale temporelle relative ne permettant pas de connaître avec précision la scène d'énonciation dans laquelle s'inscrivent ces paroles. Donc, c'est ma supposition. Mais bon, je pense que ce n'est pas une interprétation délirante. Plus important encore que ces bribes de récit, le récit de Laura, qui apparaît au moins dans 11 chapitres sur les 21 que compte le roman, celui dont Laura accouche véritablement devant les policiers qui, avec leurs questions incessantes, jouent mutatis mutandis en quelque sorte le rôle de Mayotte. Le mot de récit pour qualifier le dépôt de plainte de Laura est d'ailleurs employé et par le narrateur et par les policiers. Elle en accouche dans la douleur. Page 112, elle dit aux policiers « Je ne suis pas là pour me faire du bien ». Lorsqu'ils lui disent « Arrêtez, vous vous faites du mal ». Bon. Alors, à première lecture, ce récit de Laura est principalement donné à entendre dans le dialogue entre Laura et les policiers, que le cadre de l'interlocution soit fixé a priori par le narrateur avant l'échange ou a posteriori, ce qui surprend toujours le lecteur, qui se dit « Ah tiens, d'accord, on était encore au commissariat dans cette scène-là ». Cet échange est rapporté de façon non canonique. Exit les guillemets, exit le tiré dialogal marquant la prise de parole. Si les verbes introducteurs sont là, comme les incises discursives, avec ou non l'inversion sujet-verbe canonique, la source énonciative dans les tours de parole n'est pas toujours précisée. Mais bon, disons que cette absence de précision ne constitue pas d'entrave à la clarté. On a été habitué par la modernité à ces formes atypiques de discours rapportés, n'est-ce pas, Claire ? Pas plus que les formes hybrides de discours rapportés, le discours direct avec eux, les hybrides de discours indirect et de discours indirect libre. Ce qui, en revanche, peut perturber le lecteur, c'est lorsqu'est employé l'incise « appel repris », comme à la page 81, juste après un passage de récit.
Le lecteur se dit, c'est donc Laura qui parlait? Donc, il rebrousse chemin et effectivement, bon, en rétrolecture, il se dit, bon, ça jointe mal, mais les segments de discours indirect libre apparaissent nombreux dans le récit, voire d'une manière invasive. Mais dans le même temps, le récit du narrateur lorgne constamment vers l'énonciation de discours. Ce narrateur qui dit « je », qui dit « nous », qui dit « vous », utilise a les mêmes tics langagiers que Laura. Je veux dire, je ne sais pas, oui, non, les adverbes d'affirmation et de négation. Lui aussi use massivement de modalisateurs. Surtout, il s'agit d'un narrateur qui utilise la première personne, comme je l'ai dit, et qu'il s'agit d'un narrateur homodiégétique qui est omniscient sans l'être tout à fait, qui est en réalité un personnage de la diégèse dont on ne sait qui il est. En fait, c'est un type de narrateur qu'on trouve chez Zola et au sujet duquel Menguenot a parlé d'angélisme narratif, qu'on trouve aussi chez Kerangal, par exemple. Et du coup, on se demande constamment où commence le récit de Laura et symétriquement, où est-ce qu'il finit. Et qu'on se demande qui parle et qui voit. Bon, en fait, les deux points de vue narratologiques et énonciatifs pouvant très bien ne pas coïncider. Les effets de dialogisme diffus que l'on trouve dans le récit peuvent donc être dus à un discours indirect libre que je dirais filé. C'est Laura qui voit et qui parle, et là, c'est le point de vue représenté, comme le dit Rabatel, ou bien ces effets de dialogisme diffus peuvent être dus au fait que le narrateur emprunte seulement la matière de son récit à Laura, puisque je vous rappelle que le récit du narrateur est second chronologiquement par rapport au récit de Laura. Il emprunte à Laura son regard, mais c'est lui qui parle, avec son style parlé qui contraste avec des images raffinées, un style qui se rapproche de celui de Laura, qui elle aussi est capable de produire des images raffinées quand on l'entend en discours direct. Et on peut évidemment se dire que cette proximité stylistique est due à une empathie profonde du narrateur pour le personnage de Laura. Or, page 134, un nouveau coup de théâtre surgit, si je puis dire, puisque on apprend que, en fait, Laura raconte son histoire à la troisième personne. Voilà. Et puis, page 135, il est question du fait que, quand elle relit son dépôt de plainte, elle a senti, plus encore que le jeu qui peuplait son histoire, s'était transformé en elle, presque incapable de faire se rejoindre les deux instances désormais séparées, de sorte qu'elle regardait comme une étrangère cette jeune fille qui se prénommait Laura et qui déclarait sur l'honneur la vérité des faits ci-dessus présentés. Bon. Laura, donc, raconterait son histoire à la troisième personne. Le récit que lit le lecteur n'est-il donc pas celui que Laura a fait? Passe encore qu'il y ait une énorme disproportion entre le récit de Laura, qui occupe dans le roman une centaine de pages, et celui et les 3 pages que fait finalement son dépôt de plainte. Mais qu'en est-il de ce jeu? Est-il l'œuvre des policiers qui usent des mots fellation, emprise, consentement dans le dépôt de plainte, alors qu'ils sont absents du discours de Laura dans toutes les pages qui ont précédé? À moins que ce qu'on prend pour du récit à la troisième personne soit en réalité du discours direct à la P3, mais non présenté comme tel. En fait, le lecteur est confronté à une véritable bande de Mobius. Et donc, au même passage, me semble-t-il, peut parfois être lu soit comme une narration à la troisième personne, d'accord, faite par le narrateur, soit comme un discours indirect libre diffus, ou bien comme un récit que Laura ferait à la troisième personne, parlant d'elle-même à la troisième personne. Bon, c'est un abîme sans fond, vous l'aurez bien compris.
Et c'est pour ça que je parle aussi de bande de modus. Bon, à moins que raconter son histoire à la troisième personne ne soit qu'une expression, mais moi, je ne crois pas. Je crois qu'il s'agit d'une clé de lecture ou d'une fausse clé de lecture qui est mise là pour semer le trouble chez le lecteur. Karine, et je trouve, conclure. Justement, je conclus, ça tombe bien. Et je trouve justement, je vais conclure sur ce point, qu'il est particulièrement ingénieux de la part de Tanguy Viel d'avoir transposé métaphoriquement et épilinguistiquement le mécanisme de l'emprise sur le plan des rapports entre le récit et le discours d'une part et entre les discours d'autre part, c'est-à-dire de donner à penser l'emprise d'un domaine énonciatif sur un autre, d'une voix sur l'autre, puisque le discours rapporté, on est bien d'accord, c'est une question de rapport d'énonciation, de frontières, de tutelle, de domination ou d'émancipation. Exactement comme sur un plan géographique, physique, on parle de l'emprise qu'a une maison sur un sol. Bon. Et donc, je trouve que c'est particulièrement ingénieux, en fait, de donner au lecteur à vivre les zones grises de l'intérieur, de le contraindre, du coup, à regarder le texte de très près, comme on regarde les faits qui sont narrés de très près, pour que le lecteur vive sur son parcours de lecture l'instabilité, l'ambiguïté et l'ambivalence. Et ça, c'est le meilleur moyen, sans doute, d'éclairer ces zones grises dont parle Viel. Et puis surtout, de défaire le lecteur de ses vieux réflexes, et c'est une expression que je reprends dans le roman, à la fois de ses vieux réflexes de lecteur, avec les formes canoniques de discours apportés, mais aussi ces vieux réflexes de quidam, consistant à confondre provocation et agression, et qui le font demeurer dans le gris. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Karine, pour cet éclairage tout à fait remarquable sur effectivement une écriture de l'emprise chez Viel.